Monsieur le professeur Domergue de Ménas, est-ce que vous pouvez vous définir? Je descends par ma mère d'une famille juive internationale, la famille de Ménache, qui est une famille de coton et de banque égyptienne. Et je suis en désaccord profond avec toute cette famille et tous les congénères de ce que j'appelle la conjoncture spéculative athée, rothschildo-marxiste, avec Marx, Freud, Einstein, Picasso, etc. Un de mes amis qui s'appelait le docteur Henri Pradal, qui était expert à l'Organisation mondiale de la santé, disait de moi que j'étais le plus marginal des marginaux. Quels sont les ouvrages que vous avez écrits? Bon, les ouvrages que j'ai écrits, bon, il y en a 4 ou 5 simplement. Ce sont tous de la TNT compressée, ou hyper comprimée si vous voulez. Le premier, ma prise de conscience, qui a un fil autobiographique qui s'appelle J'ai mal de la terre. Autour de ce fil conducteur autobiographique se greffe la prise de conscience extrêmement nouvelle dont on peut prendre connaissance en lisant le livre, bien sûr. Avec bien sûr une douleur métaphysique, puisque le livre s'appelle J'ai mal de la terre. Entre parenthèses, le titre n'est même pas français, car on a pas mal à la tête, on a mal à la tête, on a pas mal de la tête. Mais il se trouve que poétiquement, ce titre incorrect convient parfaitement au titre, donc J'ai mal de la terre. Il a donc gardé cette appellation non contrôlée par la grammaire. Et donc ce livre est important parce que, évidemment, il permet de comprendre comment l'esprit de l'auteur a été dirigé vers une recherche par, si vous voulez, les traumatismes de son enfance, les chocs qu'il a pu recevoir pendant sa jeunesse, et comment il, sortant d'une famille juive extrêmement importante, qui est la famille de Ménache, la banque, le coton égyptien, il a pu, en observant cette famille, dégager une mentalité qui l'a stupéfié, se poser la question de savoir si c'était lui ou eux qui étaient faux, et découvrir enfin que c'était pas lui, mais eux. Et finalement, il s'est propulsé dans la société moderne, après ses études, et il a découvert que la mentalité qu'il avait dénoncée dans sa famille, qu'il avait retrouvée, elle était partout. Elle était dans le capitalisme, elle était dans le marxisme, elle était partout. C'est-à-dire un système de pensée spéculatif, absolument glacial, totalement hypertrophié, ne tenant compte d'aucun caractère vraiment humain, alors qu'il prétend s'en servir, ou du moins les viser en permanence. Non pas s'en servir, mais les servir, et sans les utiliser en permanence. Énorme mystification. Nous avons vu à quoi le marxisme a mené. Le marxisme pseudo-altruiste a mené à des dizaines de millions de victimes, a mené à un camp de concentration aux dimensions d'un pays immense, qu'est la Russie, hein, par conséquent, a mené à la mort. Ce sont donc des doctrines de mort. De même, la science est aussi entre leurs mains. Même si on prétend et même on a prouvé que les découvertes d'Einstein venaient de Poincaré, non pas d'Einstein. C'est un petit détail, car les Juifs ont en effet la priorité, une priorité scientifique, et ils sont extrêmement forts en physique, en chimie, et même en médecine, que j'appelle médecine hypophysaire, c'est-à-dire médecine analytique, médecine de spécialistes. Donc, ils sont donc les champions de ce genre de choses. Mais tout cela est dégagé d'un contexte de synthèse, c'est-à-dire un contexte de cœur. Ils sont donc privés de cœur, ils sont privés de synthèse. Et ils ont un idéalisme qui se retourne finalement contre les gens qu'ils prétendent défendre, ou qu'ils croient défendre, et car finalement, ils sont souvent honnêtes. C'est ça qui est terrible, c'est que souvent leur idéalisme est sincère. Et ce sont les plus dangereux. Il y a aussi les crapules, les banquiers, les financiers qui dirigent absolument tout. Il faut être juif pour être Soros. Je parle de Soros parce qu'il était absolument inconnu jusqu'à maintenant. Il vient simplement d'être connu depuis 4 ou 5 années, et même le dictionnaire qui recense tous les financiers de Coston, dictionnaire fort connu qui date de 85-86, ne le mentionne même pas. Mais pour pouvoir se gagner en une opération 500 milliards de francs et faire sauter la Banque d'Angleterre d'un coup de téléphone, il faut être juif. Alors, donc, ceci est une parenthèse sur laquelle nous reviendrons. Vous me parliez de mes ouvrages. Il a fallu que je développe un peu pour dire à quoi, si vous voulez, était arrimé ce premier livre et la prise de conscience qui allait en découler. J'ai écrit alors à la suite de cette prise de conscience, dont j'ai exprimé ma pensée, ma prise de conscience, et dans d'autres livres, un qui s'appelle Essai ou Dossier secret du XXIe siècle,
où j'ai découvert finalement les origines de la spéculation juive, je dirais, de cet esprit spéculo-parasitaire juif, n'est-ce pas, qui depuis 5000 ans s'est appesanti sur la planète entière, la circoncision au 8e jour, dont nous parlons plus tard, et un certain nombre de chapitres expriment des choses qui ont été vécues dans cette conjoncture, y compris même des lettres authentiques manuscrites de Forisson que j'ai tenté avec succès d'interroger dans les plus recoins, dans les recoins les plus gênants, à propos de l'Holocauste dont nous parlons tout à l'heure. Après ça, j'ai écrit un truc qui s'appelle Auschwitz, le silence de Heidegger, ou la fin du judéo-cartésianisme. J'appelle judéo-cartésianisme toute cette conjoncture où un cartésianisme hypertrophié par les juifs est en train de régner jusqu'à l'extermination de la planète. Alors, ce livre m'a été inspiré par une émission de télévision où un certain nombre de mes congénères, car je suis juif moi-même, philosophes du genre Bernard-Henri Lévy, je ne sais plus qui encore, une accent ou 6 dont vous trouverez le nom au début, parlait de Heidegger comme un grand philosophe, mais un grand salaud, qui n'avait rien dit entre 1945 et sa mort à propos de l'Holocauste. Ceci m'a évidemment bouleversé, car je connaissais tous les problèmes de l'Holocauste, ayant suivi avec soin les ouvrages exterminationnistes, les ouvrages également révisionnistes, et en particulier les procès Forisson et les procès canadiens de notre ami, comment il s'appelle déjà, Tsundal, c'est ça. Donc, voilà donc le deuxième livre qui m'a inspiré cette émission de télévision tragique, qui n'était que mensonge, et donc remis les réalités au point. Remis ces réalités, c'était insupportable, le mensonge devient insupportable. Et j'ai donc écrit à peu près pourquoi Heidegger s'est tu. Donc j'ai analysé non pas ce que dit Heidegger, mais j'ai analysé dans ce livre ce que Heidegger n'a pas dit, et pourquoi il n'a rien dit. Enfin, j'ai écrit un livre de médecine naturelle qui s'appelle La pollution médicale, concrète et abstraite. D'une part, l'allopathie, l'abstraite, c'est le freudisme, encore une invention de ces malheureux malades, le freudisme, avec ces enfants qui sont des pervers multiformes, etc., etc., le complexe d'Oedipe, toute cette salade imbécile, avec le stade anal et toutes ces histoires qui ne seraient même pas audibles dans un corps de garde et qui ont pris dimension d'officialité et de psychologie. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bon, ensuite de ça, j'ai écrit Vers la revue, qui lui est un traité synthétique de médecine naturelle, et puis enfin un dernier aussi qui s'appelle du calvaire à Auschwitz, la fin de Yeshua, Rothschild et Marx, c'est-à-dire la fin de Jésus, de Rothschild et Marx, dans lequel j'exprime, je fais une critique de tout ce qui me semble critiquable, depuis la christologie jusqu'à, bien sûr, jusqu'à l'Holocauste, et où j'exprime en substance que retourner à Saint Paul et au Christ pour guérir Rothschild et Marx, c'est simplement vouloir guérir les causes, les effets du moins par les causes. Voilà. Voilà en gros. Maintenant, j'ai aussi toute une partie de médecine naturelle, de petits bouquins comme ça. Je vous dis quelques titres. Comment la femme moderne vit contre sa nature, le syndrome d'hyperthyroïdie paradoxale, comment comprendre la véritable santé, comment méditer l'athéisme et la réincarnation, comment comprendre le rôle de la génitale interne. La génitale interne, c'est l'épicentre même de la tragédie juive. Comment aider la nature à guérir par les plantes et par les etc. et par les oligo-éléments. Comment guérir naturellement de maladies courantes. Comment comprendre la santé mentale. Quels sont les grands ennemis de la santé, etc. etc. Il y en a une vingtaine comme ça. Ceux-là sont politiquement corrects, du moins à la limite. C'est-à-dire qu'on pourrait les vendre autrement que sous la table, comme je le fais maintenant. En revanche, ces livres-là dont je vous ai parlé ne sont vendables qu'exclusivement à mes congénères, pour lesquels je vais expliquer les réalités, que je vais leur dire d'arrêter leur propre massacre, car en massacrant l'humanité, ils se massacrent eux-mêmes, et comme je leur dis, jamais, à aucun moment de l'histoire de l'humanité, les paramètres de l'antisémitisme n'ont été aussi concentrés qu'en cette fin du XXe siècle. Or, il n'est pas d'exemple où les paramètres
de l'antisémitisme concentré n'ait pas débouché sur des pogroms les plus sanglants. Oui, où des innocents ont été les victimes. Et des innocents. Bien remarqué que les innocents peuvent aussi donner naissance à un Mars ou à un Soro. Alors ils sont malheureusement pas si innocents que ça. Mais enfin, en fait, ils le sont, bien sûr. Comme ceux qui ont été dans les camps nazis ont été en général des gens totalement insignifiants. Les pauvres juifs victimes. Mais attention, ils auraient pu être sauvés, car Hitler a proposé quelques camions en leur échange, et c'est la juiverie anglo-saxonne qui les a refusés. Par conséquent, ceux qui sont morts à Dachau, qu'ils soient 100 000 ou qu'ils soient 6 millions, ils sont morts à cause de ce refus. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un règlement de compte entre les sionistes et les non-sionistes, justement? Peut-être. En tout cas, de toute façon, les anglo-saxons sont responsables du peu ou du beaucoup de morts juifs. Je sais qu'il y en a eu très peu finalement, puisque maintenant, Forizon est arrivé à 150 000, toutes victimes, toutes ethnies confondues dans les camps, et même, nous en reparlerons plus tard, même un écrivain, Claude Pressac, Jean-Claude Pressac, qui est un écrivain exterminationniste, lui est descendu à 700 000, et très officiellement, parce que ce bouquin a été, si vous voulez, a été diffusé par les Klarsfeld. C'est donc une référence exterminationniste considérable. Et malgré ça, la télévision, tous les jours, continue à nous parler de 6 millions, malgré ce bouquin de Pressac et malgré Klarsfeld. N'est-ce pas? Ceci parce que, bien sûr, les médias, comme tout le reste, sont entre leurs mains incongrues. À quoi nous attribuons, on peut attribuer objectivement la mentalité juive? Eh bien, vous savez que dans un commentaire de la Torah, il y a écrit que la circoncision est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Je l'ai lu moi-même dans les commentaires de la Torah, donc je dis ça en toute connaissance de cause. Eh bien, tel n'est plus le cas. Maintenant, on sait. Et on sait, enfin, je sais, et quelques personnes savent. Albert Camus savait, je l'avais initié, et le docteur Gauthier, qui l'a trouvé, bien sûr, le savait mieux que moi. Quelques philosophes, comme Gustave Thibon, etc., le savent. Mais le grand public ignore, et les juifs l'ignorent totalement. Leur calvaire, car c'est un calvaire qu'ils vivent. Vous savez, le fait de martyriser, de tuer les autres, c'est aussi un calvaire pour le martyr. C'est une maladie. Vous savez, Nietzsche disait, ce sont les malades qui ont inventé la méchanceté. Par conséquent, ce sont des gens qu'il faut guérir. Et pour guérir les juifs, c'est très simple. Suppression radicale de la circoncision au 8e jour. Donc, nous allons rentrer là, en vif du sujet. Vous savez très bien, comme moi, que l'antisémitisme a fleuri partout, à toutes les époques, dans tous les pays, les plus divers, les plus éloignés, époques éloignées, pays éloignés, partout. Que ce soit à l'ère chrétienne, à Alexandrie, à Antioche, en Arabie, en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge, dans l'Europe moderne, partout où ils ont été, il y a eu l'antisémitisme. Bon, nous n'allons pas me dire qu'à des siècles de distance, dans des pays qui parlent des langues différentes, les antisémites se sont donné le mot pour pratiquer l'antisémitisme. C'est une idiotie. Bon, donc, l'antisémitisme est-il dans l'antisémite ou dans le juif? Je réponds catégoriquement, l'antisémitisme n'est pas dans l'antisémite, il est dans le juif, spécifiquement dans le juif. C'est ce que dit Lazare dans son livre. Vous avez lu le livre de Lazare dans son livre. Ah, Bernard Lazare l'explique. Bernard Lazare l'explique justement, et je l'ai cité d'ailleurs. Donc, il est dans le juif. Voici, je vous donne quelques citations de juifs lucides comme moi. Vous avez Otto Manninger qui a cette phrase sublime, « Nous sommes à l'époque de la femme et du juif ». Bon, on ne va pas développer le sujet de la connerie féminine, ça dépasserait de loin la durée de cette émission, mais il y aurait beaucoup à dire sur, en effet, la malléabilité de la femme à l'égard de toutes les imbécilités, de toutes les idées juives, en particulier le féminisme, qui détruit la femme à son épicentre. C'est autre chose. Voici un autre texte qui vient de Wilhelm Marr. Il a été écrit il y a exactement un siècle. Et il dit dans son livre, qui s'appelle « Le miroir du judaïsme », dans un siècle, toutes les positions, même les plus élevées, seront entre les mains des juifs. Voilà ce que dit Wilhelm Marr il y a exactement un siècle. Donc, prévision parfaitement réussie. Quant à Simone Weil, la grande Simone Weil, la philosophe juive, les juifs, cette poignée de déracinés, a causé le déracinement de tout le globe terrestre. Voilà ce que dit Simone Weil dans son livre « La pesanteur et la glace », sur la quoi elle ajoute « Le mensonge du progrès, c'est Israël ». Peut-on aller plus loin dans la lucidité à l'égard de la question juive? Il faut donc éclairer le problème. Maintenant que nous savons que l'antisémitisme réside dans le juif, il faut savoir pourquoi.
Eh bien, il est bien évident que ce n'est pas l'éducation religieuse juive et la formation intellectualiste juive qui leur donne cette mentalité particulière. C'est pas non plus le fait qu'on les a soi-disant obligés à s'occuper d'argent et à ne pas faire autre chose. C'est pas du tout vrai. C'est pas vrai du tout. C'est faux tout cela. Ça ne tient pas debout. La réalité, d'autant plus que d'ailleurs, la majorité des juifs que j'ai connus dans la haute aristocratie, entre guillemets, juive mondiale, ne se fout complètement du judaïsme et ne connaissent rien du tout aux écritures juives. Et ça, je vous le dis savamment, parce que je le sais, parce que je l'ai vécu. Hein. Mes oncles, mes tantes ne connaissaient absolument rien à la Torah. C'est tout. Et ils allaient aux enterrements, aux cérémonies juives, uniquement pour la frime. C'était tout. Donc, c'est pas ça. Eh bien, il existe chez les juifs une opération que l'on fait au 8e jour de la naissance. Cette opération s'appelle la circoncision. Or, au 8e jour de la naissance, commence, comme l'a démontré le docteur Jean Gauthier, la première puberté. Cette première puberté dure 21 jours. Elle va donc durer 21 jours à partir du 8e jour. Or, c'est au 8e jour que l'on fait cette circoncision. Il en résulte que cette première puberté, qui est un moment capital, va être perturbée. Elle va être perturbée. On peut évidemment, j'ai écrit longuement à ce sujet dans mon livre qui s'appelle Dossier secret et dans mon livre aussi sur Heidegger, mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. J'ai expliqué en gros comment cette opération réagit sur le psychisme et sur le système glandulaire des juifs. Remarquez en passant qu'il n'y a pas de race. Ça, nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'une race. Il existe les ethnies. Les ethnies sont très faciles à définir. Elles sont le résultat de l'adaptation hormonale à un environnement fixe. C'est-à-dire que pour être noir, nègre, il faut habiter près de l'équateur ou dans les pays chauds. Et à ce moment-là, l'action du soleil sur le lobe médian de l'hypophyse fera un noir, c'est-à-dire un hypophysaire avec manifestation acromégalique. Si vous allez dans le nord, vous aurez les Esquimaux qui sont une sorte d'hypothyroïdiens, car il y a très peu de soleil, il y a le froid, la thyroïde n'est pas du tout stimulée, comme c'est le cas chez les Pygmées, pour d'autres raisons, ils sont également une variété d'hypothyroïdiens. Chez les Juifs, pas du tout, les Juifs prennent les caractéristiques de tous les pays où ils sont. La preuve, c'est qu'un Juif, un grand bonhomme blond aux yeux bleus, Juif de Pologne, n'a rien à voir avec un petit Rabelais brun d'Amérique du Sud, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Certains, ceux qui dirigent le monde en particulier, des facultés spéculatives très grandes, et bien souvent, ces physiques caricaturaux que l'on trouve chez, je sais pas moi, Raymond Aron, ou le professeur Schwarzenberg, ou enfin, vous avez déjà vu leurs têtes, qui sont des têtes de malades. On voit très bien que c'est des têtes de malades. Mais, justement, c'est leur mental qui a... C'est leur mental qui fait ça. Nous avons le visage de notre âme. Bien. Bien sûr. Alors, ils ont donc ces visages caricaturaux. Pas tous, il y en a qui sont beaux, mais ils sont très rares. Mais la plupart de ceux qui dirigent sont vraiment pas beaux. Hein. Pas beaux. Il y en a même qui sont hideux. Vraiment hideux. J'en ai vu quelques-uns qui règnent à notre époque, qui sont vraiment horribles. Ils ont vraiment le visage de leur âme. Bien. En particulier les financiers. Hein. Ils ont vraiment un physique sans âme. Ils ont des physiques de carnassiers. Et souvent des traits caricaturaux. C'est le cerveau gauche qui est développé par rapport au cerveau droit. C'est ça, en particulier, en tout cas, le côté hypophysaire, c'est-à-dire analytique. Bien. Et donc, bon, je résume, parce que vous ferez le lire dans le livre, je vais résumer. Voilà qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on fait cette opération, eh bien, à ce moment-là, on libère des hormones qui sont dans la glande génitale interne, qui est la glande de l'humain, qui est la glande qui dirige en quelque sorte volontairement tout. Volontairement, pas automatiquement. Automatiquement, c'est paraît-il l'hypophyse, dit-on. Mais c'est donc l'organe de la volonté. Bien. Elle va donc être hypotrophiée à ce jour-là. Elle va être hypotrophiée. Je résume, il faut regarder dans les yeux pour arriver. Elle va être hypotrophiée et en même temps, elle va dégager considérablement les autres organismes, elles qui ne vont plus être freinées. Parce que le rôle, justement, de la génitale interne, c'est de faire une orchestration équilibrée dans tout le système hormonal. Elle ne va pas pouvoir le faire. Donc, l'hypophyse et la thyroïde, même la surrénale, mais surtout l'hypophyse et la thyroïde, vont se trouver débridées. Elles vont donc être débridées 7, 8 ou 10 fois plus que chez les autres humains. Et qu'est-ce qui va se passer? La glande génitale interne, qui est atrophiée chez les fous, va être hypotrophiée chez les juifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir seulement assez d'interstitiels pour diriger les spéculations que vont leur dicter leur hypophyse et leur thyroïde. D'où une sorte de véritable maladie. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Et ça, tout le monde sait. C'est-à-dire que l'affectif est diminué alors.
C'est-à-dire l'affectif est altéré. Non, non, ce qui est arrêté, c'est le potentiel de diriger leurs spéculations, de les limiter ou de leur donner un caractère de synthèse. Autrement dit, ils font des équations, Hiroshima, ils font des équations, Karl Marx, ils font des équations mythomaniaques, Freud, voyez-vous. Ils ne savent pas prendre en considération une imagination débridée qui fonctionne sur un point fixe et puis qui dit n'importe quoi. Et on arrive à ces monstruosités que sont le capitalisme financier, le marxisme et le freudisme. Bien. Alors, donc, perturbation. Alors donc, les hormones vont se fixer sur la génitale interne, sur la génitale reproductrice, contre glande, ce qui va faire des juifs des baiseurs, des gens qui sont des hommes à femmes. Hein. Ça fera des hypophysaires, comme les scientifiques, ça fera des thyroïdiens, comme beaucoup d'acteurs, prédominants thyroïdiens, comme les acteurs, certains artistes au niveau très banal, car il n'y a pas de grands artistes juifs, il n'y a pas de Chopin, il n'y a pas de Beethoven, il n'y a pas de Bach juif, parce que justement, ces gens-là sont des gens qui ont une puissance interstitielle, ils n'ont pas. Par contre, au niveau de la si vous voulez, de l'artistaillerie, ils pullulent. Comme il pullule au niveau de la finance, de la médecine hypophysaire, de la chimie, de la physique. Bien. Mais tout ça se retourne contre l'homme. Bien, alors, tout cela est objectif et ne doit pas être pris dans le sens antisémite. Remarquez en passant que le mot antisémite ne veut rien dire. Car les sémites, les juifs ne sont pas sémites du tout, parce que je vous explique qu'ils sont partout dans le monde. Les arabes, les musulmans sont les sémites. On n'est pas antisémites, pas du tout. On est anti-juif dans la mesure où il faut rectifier le tir de gens qui pensent d'une manière qui est suicidaire au niveau planétaire. Bien. Donc, ne pas confondre, le terme antisémite n'a vraiment aucun sens. D'autre part, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté antisémite, je vais dire ceci en leur faveur. Oui. Alors, par-delà la réalité pénible que nous vivons, je vais essayer de m'élever au niveau métaphysique, c'est-à-dire, j'allais presque dire, en toute modestie, au niveau du bon Dieu. Vous savez que l'humanité, comme tout le reste d'ailleurs, tout vit par cycle. Or, nous vivons, le monde entier actuellement est en train de vivre un cycle qui s'appelle l'âge des ténèbres. Le Kali Yuga, dit-on, en langage traditionnel. Or, il semble, de toute évidence, que les Juifs aient une mission cosmique qui consiste à hypertrophier tous les paramètres de l'humanité actuelle qui est hypophysaire. C'est-à-dire qu'elle est analytique. L'humanité actuelle est hypophysaire analytique. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose très curieuse. L'enfant évolue de la manière suivante. Il est d'abord surrénalien, quand il est tout petit. Et on le sait parce qu'il peut laisser son bras en l'air comme ça, pendant 3/4 d'heure, ce que vous ne pourrez jamais faire. Et il le fait justement à l'instigation des hormones surrénaliennes. Ensuite, il devient thyroïdien, arrive une puberté. À ce moment-là, qui babille. Il fait des mots. Il apprend à parler. Il crée des néologismes. Il apprend à parler, il bavarde. Après, à l'âge scolaire, il devient hypophysaire, analytique. Et à 18 ans, il est en possession de son interstitiel, de sa volonté. C'est-à-dire qu'il arrive, en fonction de sa nature, de l'éducation qu'il a reçue, il est en maximum en possession de son libre arbitre. Or, c'est curieux, parce que l'humanité primitive était surrénalienne, la grosse brute des cavernes. L'homme du Cro-Magnon, qui a fait ses dessins magnifiques de Lascaux, était thyroïdien. Et l'humanité actuelle est nettement analytique et hypophysaire, analytique. Donc, si on comparait l'évolution de l'être à l'évolution de l'humanité, on s'apercevrait que l'humanité est à la fin de son stade hypophysaire. Autrement dit, l'humanité va bientôt avoir ses 18 ans. C'est-à-dire qu'elle va être interstitielle. Elle va rentrer dans l'ère des valeurs morales complètes. Elle va rentrer dans ce que les astrologues appellent l'ère du Verseau, et qui appelle toutes ces valeurs. Donc les Juifs auraient une mission satanique contre leur volonté, avec l'imposition de ne pas connaître le drame de la circoncision, au besoin même de le nier, pour pouvoir aller au bout de leur course satanique. C'est-à-dire, satanique, je ne donne pas un terme péjoratif au mot satanique, je oppose le terme satanique, analytique, hypertrophié, n'est-ce pas, par opposition à l'angélisme qui serait la synthèse parfaite. Bon. Ils sont obligés donc d'aller au bout de cet horrible chemin analytique et de l'imposer à l'humanité tout entière, qui malheureusement le gobe absolument d'une manière sans aucune résistance, n'est-ce pas? Voilà comment on peut voir, d'un point de vue métaphysique, la question juive. C'est-à-dire que ce sont des innocents, malheureux,
qui subissent les répercussions d'opérations malencontreuses, mais qui leur donnent une mentalité absolument fixée, qui font d'eux des grands financiers. Je parle de ceux qui mènent le monde. Il y a aussi des chefs juifs qui... Comme je disais il n'y a pas longtemps, Israël, virgule, le seul pays où il n'y a pas de juifs. Parce que c'est pas là que vont les juifs qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde, ils se servent d'Israël dans les gouvernements et des États-Unis. Mais ils vont pas en Israël. Ils payent quelqu'un pour y aller, comme on dit. Hein. Mais les juifs, c'est pas donc qui dirigent le monde, ont cette mentalité à cause de cette circoncision et ils ne peuvent pas y échapper. Hein. Ils ne peuvent pas y échapper, c'est pas possible. Et vous pouvez toujours leur écrire, leur envoyer une lettre pour leur demander de participer à une véritable bonne œuvre, ils ne vous répondront jamais. Parce que ce qui les intéresse, c'est de gagner 5 milliards par un coup de téléphone, n'est-ce pas? C'est ça qui les intéresse. Bien. Je schématise légèrement, j'exagère à peine, parce que je fais allusion à Soro, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien. Donc, cette circoncision, par conséquent, est donc la clé. Maintenant, a-t-on besoin de l'endocrinologie pour comprendre ce phénomène? Pas du tout. On peut le comprendre sans connaître un mot d'endocrinologie, sans avoir compris l'antériorité fonctionnelle du système hormonal sur le système nerveux, à savoir que nous sommes dirigés fonctionnellement par nos glandes et non pas par notre système nerveux, qui n'a qu'un rôle de pont très effacé, disons qu'il nous sert surtout à garder nos automatismes, à les enregistrer, car si nous n'avions pas de système nerveux, nous serions des éternels apprentis. Mais le système nerveux n'a que ce rôle, n'est-ce pas? Le véritable rôle, c'est quand nous faisons une action, laquelle qu'elle soit, c'est le système hormonal qui intervient. La rapidité actuelle de mon élocution vient de mon état naturel de thyroïdien à tendance hyper. Voyez-vous? Et ceci pour toutes les fonctions, toutes les manifestations d'êtres humains. Bon, alors que disais-je? Ah oui, je disais donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir compris ces phénomènes endocriniens. C'est très simple. Les Juifs ont un particularisme constant dans le temps et l'espace. Bon, si on en prend conscience, c'est simple. Si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas comprendre mon raisonnement. Mais si on en est conscient, et beaucoup de gens le sont, alors, c'est facile à comprendre. Quel est le dénominateur commun qui peut expliquer un particularisme constant dans le temps et l'espace? Eh bien, c'est très simple. Il y en a un. C'est la circoncision. Est-ce que vous avez analysé le phénomène de la destruction des nations par les Juifs? Mais c'est ça. Le phénomène des nations est très simple. On peut résumer ça en 3 mots: finance, marxisme et freudisme. C'est tout simple. Alors, finance, c'est de la désagrégation de tout, y compris la nourriture élémentaire, par les grandes surfaces, n'est-ce pas, qui sont les émanations des multinationales, et qui nous foutent de la nourriture absolument pathogène. Bon, le freudisme, qui prépare la mentalité marxisme, et qui nous donne en plus, et qui nous donne des impératifs absolument grotesques, hein, comme toute contrainte mène à la névrose, c'est le contraire, etc., etc. Marxisme, et le marxisme, pas la peine d'en parler. Je crois que les résultats de la Russie soviétique ou de la Roumanie de Ceausescu suffisent à nous montrer ce que peut donner ce genre d'idéologie. Donc c'est évident que le monde entier est dessous. Toutes les affaires, c'est pas difficile, les 150 guerres depuis la pseudo-libération sont toutes des affaires capitalisto-marxistes, toutes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes engendrées par les manœuvres de la haute finance qui utilise le marxisme d'ailleurs, et qui l'a financé depuis le début. Car le marxisme a été financé depuis le début, usine clé en main, en URSS, par la haute finance américaine juive. Amer, Loeb, Kuhn, etc., etc., Warburg, etc. Voyez-vous. Et ça, tout le monde le sait. Bon. Alors, donc c'est évident. Et dans l'art, vous avez vu que dans l'art, il y a une tendance, ne serait-ce qu'aux Beaux-Arts, par exemple, vers l'art abstrait. Vers l'abstrait, bah oui, mais l'art abstrait, bon, ça ne veut rien dire. L'art peut être tout ce qu'on veut, sauf abstrait. C'est encore une conception aberrante. Hein. L'art peut être tout ce qu'on veut, mais certainement pas abstrait. Bon, de toute façon, l'art abstrait, c'est abominable, c'est affreux. Moi, n'importe quel tableau dit d'art abstrait, je ne le mettrais même pas dans mes WC, j'aurais trop peur d'avoir la dire. Alors, j'ai entendu une information, justement, qui disait que les professeurs de dessin ou de peinture à l'école des Beaux-Arts apprennent à ne pas dessiner aux élèves parce qu'il y a une incidence pour la captation du marxisme, c'est-à-dire qu'ils seraient beaucoup plus réceptifs au marxisme, de même que la musique rock, etc. Mais mon cher, la musique rock, non seulement la musique rock prépare au marxisme, mais elle prépare à toutes les formes de désintégration, y compris la drogue. Là, si vous voulez, on parlera, si vous voulez, plus tard, de ce que j'appelle les musiques qui tuent, dont je traite dans ce livre d'ailleurs, les musiques qui tuent, qui sont évidemment l'antichambre de la drogue, incontestablement. De Johnny Hallyday à Michael Jackson, c'est l'antichambre de la drogue.
Et quand vous pensez que ces gens-là, qui est un imbécile, je veux dire, c'est vraiment un crétin, on lui fout la Légion d'honneur, c'était extraordinaire. On met aussi Malraux au Panthéon. Malraux que j'ai connu personnellement, il était cocaïnomane, il était l'ami d'une grande amie de ma mère et de ma tante, qui s'appelait Josette Lotis, dont il a eu 2 enfants, que j'ai connu personnellement, parce que j'ai été élevé par Paul Cabanis, qui était député du Loiret, et Malraux et Josette Lotis étaient des intimes. Et moi j'ai porté dans mon livre tous les documents de Malraux, j'avais 16 ans, en 1939, j'ai emmené tous les documents de Malraux chez Raymond Rétoré, qui était député d'Angoulême, par des routes spéciales qui étaient réservées aux politiciens qui prenaient ces routes-là. Et donc Malraux était intime. C'était un cocaïnomane de la plus grande envergure, n'est-ce pas? Et ça a été aussi un voleur. Il a volé en Indochine des fresques, je crois, et il a même été inculpé, même condamné à la prison pour ça. Il a été donc un bolchevique. Il a été un bolchevique pur, parce qu'il s'est battu en Espagne pour les bolcheviques, bien sûr. Par conséquent, c'était vraiment le gars à mettre au Panthéon. Qui les met au Panthéon? Ben, un enjuivé, un zombie enjuivé. Président de la République. Mais curieusement, un monsieur Mitterrand ne l'aurait pas fait. Aussi gauchiste qu'il se prétendait être. Je crois que Mitterrand était plus un homme de droite que de gauche, mais il a joué le jeu. J'allais vous le dire. Je n'osais pas vous le dire. Mitterrand était dans le fond de lui-même un homme de droite, mais qui s'est déculotté parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour réussir socialement. Et il a été jusqu'à s'entourer de juifs, car il n'y avait que des juifs autour de lui. Que ce soit sa femme, que ce soit son conseiller Attali, etc., etc. Roger Hanin, en parlant pour ce crétin, tout ça. Bon, par conséquent, il est évident que on parlait de quoi là? Vous m'aviez posé quelle question là? Je me souviens plus. Non, j'avais élaboré le problème de... Oui, alors la destruction mondiale, oui. Donc c'est ça, il n'y a pas de problème. Toutes leurs spéculations, qui ont un caractère malheureusement... Alors ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable, c'est que les seuls qui sont capables de dire quelque chose contre eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Et je vais citer 2 choses fantastiques. L'autre jour, Soros, en pleine télévision, a dit, après avoir raconté comment il avait fait sauter la Banque d'Angleterre et comment il avait gagné 500 milliards en une seule opération, a dit « Un régime politique qui peut supporter des gens comme moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond. » Ben, vous savez que si vous aviez dit ça, vous auriez été en prison. Si vous aviez dit les Juifs, vous auriez mais vous alliez en prison. Et Brzezinski, autre juif très important des États-Unis, qui a dit « La démocratie n'est plus possible. » Ben, si Chirac disait ça, vous voyez un petit peu le scandale. Hein? Non, mais c'est une démocratie sournoise. Ben oui, pas une démocratie du tout. Elle n'est pas sournoise. C'est tout ce qu'on veut. C'est une juliocratie, pas une démocratie. Il n'y a pas de doute. C'est une démocratie. Dans la mesure où on rend tout le monde crétin et malade, c'est une démocratie. Ça, oui. Donc, la mentalité juive, c'est ça. La circoncision au 8e jour, facile à comprendre, si on a compris que c'est le seul dénominateur commun pour expliquer un particularisme absolument constant dans le temps et dans l'espace. Mais est-ce que vous pensez qu'actuellement, on rentre dans l'ère du Verseau, il y a quand même des énergies nouvelles qui apparaissent? Oui, il y en a. Et est-ce que vous avez quand même une note optimiste concernant les prochaines années qui vont venir? Non, écoutez, non. Alors je vais vous dire, en ce qui concerne une résurgence d'une humanité nouvelle, pas de problème. En ce qui concerne l'avenir de cette humanité dans laquelle nous nous trouvons, soumis à tous ces comment dirais-je, tous ces impératifs juifs, entre guillemets, alors là, je n'ai aucun espoir, c'est la destruction totale. Nous allons vers une destruction totale, c'est sûr. La chaos, l'anarchie sanglante, la guerre civile, on ne peut pas échapper à ça, rien à faire. Il n'y a pas de miracle possible. Oui, mais après cette guerre civile... après, autre chose. Après, il y aura tout. Vous savez, il n'y a jamais de chute définitive, il y a une chute, puis il y a une remontée. Mais ce que nous, vous et moi, allons vivre dans les années qui suivent, ça ne va pas être rigolo. Ça, je peux vous l'affirmer. Ça va pas être rigolo. Et les Juifs risquent des pogroms épouvantables. Épouvantables. Même si donc il y aurait quand même un réveil des populations. Non, il n'y aura pas de réveil. Non, il n'y aura pas un réveil. Ceux qui existent sont définitivement zombifiés. Ils mourront en criant « Vive la démocratie ». Non, ils sont absolument zombifiés. Il n'y a pas d'espoir. Écoutez, regardez donc dans le milieu de la télévision. Moi, je vous dis, j'ai des professeurs. Je regarde dans le milieu de l'enseignement. Mais c'est incroyable. Je me demande s'il y a une confrérie où il y a un maximum de cons mètre carré supérieur à celui de l'enseignement. Ils sont tous des gauchistes. Tous des gauchistes. Il n'y en a pas un qui a une idée saine. Pas un.
Pas un qui penserait, par exemple, qu'une mère, ça va rester à la maison à s'occuper de ses enfants, de son mari, de sa maison. Alors que c'est un concept que toutes les civilisations ont compris. Nous, pas du tout. Les gauchistes n'ont pas compris ça. Il faut que la femme travaille, ce qui est parfaitement idiot. Hein, vous savez que le professeur Le Riche a démontré par une statistique que tous les enfants passant devant les tribunaux étaient issus de couples parentaux dissociés, soit par le divorce, soit par le travail de la mère à l'extérieur du foyer. C'est sans bavure. C'est évident. On n'a même pas besoin de cette démonstration statistique pour comprendre. Moi, j'en ai pas besoin, en tout cas. Oui, du reste, c'est pour ça qu'en Suède, ils sont revenus justement aux traditions. Ah ben, ils ont raison. Les femmes travaillent beaucoup moins. Ils ont bien raison. La femme... Alors, sauf les femmes qui ont été tordues psychiquement, car beaucoup de femmes ont été tellement tordues qu'elles veulent travailler, mais il faudrait au moins qu'on laisse revenir à la maison ceux qui en ont l'aspiration intérieure et qui ne sont pas totalement dégénérés. C'est ça qu'il faudrait faire. Voilà. Voilà pour la question de la mentalité des Juifs. Alors pour en savoir plus, il faut évidemment lire mes livres, et là vous aurez toute l'explication de la circoncision au 8e jour, époque de la première puberté, 21 jours après le 8e jour, après la naissance. Alors le cours, ça c'est la plus fantastique. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne trouve pas de mots pour qualifier assez péjorativement l'histoire de l'Holocauste. C'est vraiment la plus fantastique imposture. Et quand je dirais imposture, je dirais imposture dégradante, imposture immonde, que l'histoire nous a jamais présentée. Il y en a une autre, c'est la fameuse fuite en Égypte. Ils nous ont fait croire qu'ils ont fui l'Égypte et que le pharaon ne voulait pas les laisser partir. En réalité, c'est exactement le contraire. De Moyen-Orient, Moïse, qui avait été condamné pour meurtre, mais qui n'avait pas été exécuté parce qu'il avait rang de prince, et on l'a fait revenir pour s'occuper de prendre en main ces gens-là et les emmener ailleurs. Car ça, c'était le premier mensonge. Alors, ça a commencé par ce premier mensonge, n'est-ce pas, et ça finit par l'Holocauste. Alors, mensonge énorme, mensonge inouï, mensonge au niveau du certificat d'études primaires. Hein. C'est très simple. 6 millions. Commençons par 6 millions. 6 millions, c'est un pays comme la Suisse. Bien. Vous voyez la superficie de la Suisse? Bien. Bien sûr, 6 millions, on peut les mettre dans la moitié de la superficie de la Suisse, même dans le quart de la superficie de la Suisse, même dans le 8e. Imaginez un peu les dimensions du camp de concentration d'Auschwitz, car c'est à Auschwitz que ça s'est passé, soi-disant. Ça ne tient pas debout. Premièrement, déjà, la superficie de 6 millions n'existe pas. Bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, s'il y avait 6 millions de gens exterminés, il y aurait des cendres. Il y aurait des milliers de tonnes de cendres. Parce que 5 millions de gens, ça en fait des cendres, croyez-moi. Hein, il faut compter une grande boîte à carton par cadavre. Alors, voyez un petit peu 6 millions de boîtes en carton, ce que ça fait comme nombre de tonnes de cendres. Bien. Dans ces cendres, s'ils avaient été gazés, il y aurait automatiquement des traces d'acide cyanhydrique. On n'a jamais trouvé de cendres, on n'a jamais analysé les cendres, on n'a jamais trouvé d'acide cyanhydrique. Bien. Énorme, bien. Ces chambres à gaz auraient jouxté les faux crématoires. Le cyclone B est un gaz hyper inflammable et explosif. Imaginez un peu une chambre à gaz à côté d'un faux crématoire. Ça ferait un joli feu d'artifice. Bien. Bon. Le docteur Ra et le docteur Eli sont les gens qui dirigeaient la Guédèche. La Guédèche, c'est la grande fabrique qui fournissait le cyclone B. Ils ont eu un procès en 59, je crois. Ils ont dit tous les deux, en technicien, que les fameux gazages dont on a parlé étaient une imbécilité technique tout à fait impossible avec leur gaz. Et que leur gaz était utilisé par les services d'hygiène dans toute l'Allemagne depuis 1921. Il était destiné uniquement aux épouillages, c'est-à-dire à éviter cette chose tragique qu'il y a dans l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire le typhus. Bien. Voilà qui est sérieux. Bon. Tout le reste, c'est de la littérature, de propagande, abominable et complètement idiote. Le cyclone B, donc, ne peut pas faire ça. Le cyclone B, quand on se sert de l'acide cyanhydrique pour gazer les gens, il y a une chambre à gaz qui est extrêmement complexe, qui sert pour une personne, à la rigueur deux, mais surtout une personne, qui est très complexe et horriblement coûteuse. Tout le monde peut la connaître et la voir, c'est comme ça qu'on condamne les gens à mort aux États-Unis. Et il y avait un monsieur qui s'occupe de ces chambres à gaz aux États-Unis, qui s'appelle Leuchter, Qui ne croit pas aux chambres à gaz. C'est pas qu'il n'y croit pas.
On l'a envoyé comme expert, M. Zundel l'a envoyé comme expert dans les chambres à gaz, à Auschwitz. Oui. Il a fait un rapport gros comme ça, où il a conclu qu'il n'y avait pas la moindre chambre à gaz. Alors, à ce moment-là, la Pologne a demandé une contre-expertise, l'Autriche a demandé une contre-expertise, qui n'a fait que confirmer le rapport Leuchter, ce qu'on ne vous dit pas. À Auschwitz, pardon. Et je vous dis, confirmé par les contre-expertises autrichiennes et polonaises. Donc, et alors ces documents, évidemment, ne sont pas... Ces documents sont connus, ils sont officiels, donc on peut en profiter, mais on n'en parle pas. La télévision est entre leurs mains, pourquoi voulez-vous qu'ils vous fassent connaître le procès de la Degesch ou la contre-expertise polonaise et autrichienne? C'est pour ça qu'ils ont supprimé depuis, je crois, 1977, tout débat concernant la polémique sur les mais bien sûr. Alors, la preuve par neuf, c'est la loi Guesso. Écoutez, a-t-on besoin d'une loi stalino-orwellienne pour propager la vérité? Je pose la question. Tout le monde nous répondra non. Par conséquent, si on a fait cette loi, ça prouve bien qu'il s'agit de mensonges. On n'a pas besoin de loi pour approuvir la vérité. La vérité, elle s'établit par les preuves et par les arguments. Et il y a autre chose. M. Forisson, le professeur Forisson de la faculté de Lyon, a demandé d'avoir un dialogue ouvert avec autant d'exterminationnistes qu'on voulait, un public aussi vaste qu'on voulait. On n'a jamais accordé à M. Forisson ce forum. Et on ne lui accordera jamais. Parce qu'on sait très bien qu'il a raison. C'est ce qu'a demandé l'abbé Pierre aussi récemment. L'abbé Pierre a demandé un débat aussi. Il avait demandé, on lui a refusé. Oui. On a fait semblant de l'accepter, puis on a refusé tout de suite après. Bien sûr. On parle plus de l'abbé Pierre. C'est le cousu de fil blanc. Mais tous les gens qui pensent un peu, ils savent très bien que c'est une connerie. Mais ils voient aussi tous les jours à la télévision, ça ressort. Vous ouvrez un journal, je vois le père Miquel, qui parle encore, le pseudo-historien Miquel, qui vous parle encore des civilians et des chambres, des pauvres juifs, n'est-ce pas? D'ailleurs, je soupçonne d'être juif lui-même. Enfin, s'il ne l'est pas, ça aurait été pareil. Le zombie qui est écrit dans un journal, un journaliste, s'il veut garder sa place, il faut qu'il dise des conneries, sinon il ne la garde pas. Alors c'est très simple, n'est-ce pas? Bon. Oui, c'est comme un médecin qui guérit les malades. Il est radié. Ah oui, exactement. Exactement. Un médecin qui dirait que le système immunitaire est absolument zigouillé par la vaccination systématique, ce qui est élémentaire même pour un non-médecin. Mais non, celui-là, c'est la fin de tout. Oui. Voilà. Alors, voilà donc pour l'Holocauste. Est-il besoin d'insister? On peut aller plus loin dans les bouquins aussi et ailleurs. Je crois que ces vérités sont fondamentales. Ah, je vous signale qu'il y a eu tout de même à Lugano en Suisse, il y a eu une émission de 3 heures sur l'Holocauste avec exterminationnistes et révisionnistes, et que cette émission a eu un tel succès qu'elle a été reprogrammée le mois suivant. Ah bon? Et elle a attiré l'attention d'un journal italien qui s'appelle Storia Illustrata, qui a voulu ouvrir ses colonnes à Forisson. Ça n'a pas dû durer longtemps, parce que je vois immédiatement comment mes congénères ont dû procéder. Ils ont dû étouffer tout ça dans l'œuf. Je suis persuadé, personne ne connaît l'émission de Lugano. Pourtant, elle existe, on peut la voir, on peut en parler, etc. L'émission de Lugano. Émission de télévision, pas de radio, de télévision. Vous voyez, donc, c'est ça, c'est le silence partout. Mais vous savez, je vais vous dire une chose effroyable. Je voyais hier un film à la télévision qui s'appelle la Mafia. C'est vraiment un véritable reflet de cette civilisation. Toute l'histoire est une histoire fausse, mais c'est pas l'intrigue c'est ce qui est raconté dans la synthèse. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai. C'est-à-dire les implications de la mafia et de la haute finance, comment les politiciens sont manipulés, tout ça, c'est la vérité. Et alors, vous avez là-dedans, écoutez-moi bien, le sommet du cynisme, vous avez là-dedans un financier qui joue tous les rôles, qui joue un des rôles les plus importants dans l'influence qu'il a sur tout le monde, qui s'appelle Espinosa. Espinosa est un nom typiquement juif, comme Spinoza, etc. Bien. Il est joué par Bruno Kremer, alors qui a exactement le physique du circoncis 8e jour. Vous voyez, l'immense nez, le pragmatisme, l'œil sans sentiment, est typiquement un circoncis 8e jour. Alors Bruno Kremer jouant ce rôle, c'est parfait. Et voilà ce qu'il dit à un moment du film. Écoutez bien. La haute finance, la grande criminalité, la politique, la drogue, c'est cela le pouvoir. La corruption, c'est l'huile dans l'engrenage de démocratie. Nous dirigeons tout. Dans la mafia.